Bonsoir. Moi, je voulais juste dire que El Sistema est en Vendée, déjà, dans 5 ou 6 écoles primaires. 4. Ah bah il y a des... Voilà, moi je suis administrateur, mais il y a le président qui est là. Donc il va pouvoir vous en parler. C'est Patrick et Patrick. Ils sont dans un bateau. Patrick tombe à l'eau, etc. D'accord. Et, voilà. Merci. Et donc, El Sistema, oui, c'est... Alors nous, on n'a pas de bidonville, vraiment, mais on a une ruralité. Et donc, ça a été traduit dans la ruralité. Mais je pense que Patrick en parlera mieux que moi. Mais je suis bien parti. Mais je voulais vous dire que ça existe. Et puis qu'effectivement, sur d'autres déclinaisons, la musique, il y a beaucoup de gens qui pourraient en parler mieux que moi ici. Ça peut mener à beaucoup, beaucoup de choses. On a mis un collège en place il y a 20 ans où il n'y avait pas de musique, elle était mourante. J'en avais bien, mais version éducation nationale, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt que le directeur ou le directeur adjoint que j'étais aille mettre la paix dans les cours de musique. Voilà. Et mettre la paix dans un cours de musique, c'est pas faire de la musique. Et puis, on est parti de rien. Et finalement, 20 ans plus tard, sous la houlette d'une personne qui est juste à ma gauche, il y a 110 choristes qui ont atteint un niveau... Et juste pour rejoindre, et pour ne pas prendre trop de temps, pour rejoindre ce qui était dit, Odile en parlerait mieux que moi, bien sûr que la qualité du concert qui termine une démarche est importante, mais ce que font les jeunes et ce qu'ils apprennent à travers cette démarche, c'est surtout ça qui nous intéressait quand on a créé cet institut. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, merci Patrick Rabillet. C'est l'Institut musical de Vendée. Et El Sistema, dont le président est ici, Patrick No, si jamais tu veux en dire un mot. Mais sinon, alors vous me faites signe s'il y a des questions. Là, j'arrive. Bon, pour rebondir sur le sujet, donc El Sistema, c'est aujourd'hui à peu près 200 enfants qui bénéficient donc de l'apprentissage du violon, mais c'est surtout un éveil musical apporté dans les milieux ruraux, dans les petites écoles vendéennes qui n'ont pas accès à la musique. Et le travail produit, il est fantastique, puisque ça calme les enfants, ça les apaise, et surtout, ça amène un esprit de solidarité et de collectif. Et c'est extrêmement apprécié. Et donc, on veut étoffer ça sur la Vendée encore et encore, mais c'est toujours les moyens qui nous manquent, donc avis aux donateurs. Voilà, merci à vous. Merci. D'abord, un grand merci, Eric, puisque tu m'as permis de rencontrer les Kogis et de mettre les Kogis dans ma vie. Donc, vraiment, un grand merci pour ça. Et moi, je vais profiter d'avoir le micro pour poser 2 questions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment les Kogis gèrent les conflits? Tu parlais de gestion de conflits tout à l'heure. Et deuxième question, sur la place de la femme. Tu parlais pas mal du masculin et féminin. Quelle est la place de la femme au sein des tribus Kogis? Voilà, merci. Un conflit, c'est fatigant. Un conflit, ça consomme de l'énergie. Ils n'ont pas, c'est des sociétés de la rareté. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir des conflits. Je ne sais pas ce qu'on va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger. Toute l'énergie est concentrée à survivre. Donc, si on prend un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, 2 personnes en tension, parce qu'ils en ont aussi, ils vont les mettre dans un endroit adapté, choisi spécialement pour ça. Et ils vont leur dire, vous passez le temps que vous voulez, mais vous vous mettez d'accord sur l'origine du conflit. Alors c'est 2 heures, 3 jours, 1 semaine, ça vous regarde. Mais vous ne sortez pas de là tant que vous n'avez pas fait le chemin pour dire, en fait, on n'est pas d'accord parce que. Voilà. Et donc, effectivement, on ne les laisse pas sortir de ça jusqu'à ce qu'on n'est pas d'accord parce que. OK. Une fois que ça c'est fait, on change d'endroit, parce que des endroits adaptés pour chacune des questions, et on les met dans un autre, et on leur dit, voilà, maintenant, 2 heures, 3 jours, 1 semaine, pour nous proposer une réponse, une solution, une sortie. C'est à vous de voir, le temps que ça prendra. Et ça associe, ils ne sont pas juste posés comme ça, des moments de verbalisation et des moments de méditation. Voilà, des moments où ils sont en silence, des moments où ils parlent, des moments où ils méditent, comme ça, jusqu'à ce qu'émerge quelque chose. Il y a un truc que je trouve rigolo, c'est soit l'enjeu du conflit est très fort, il y a vraiment un enjeu important, ils vont aller jusqu'au bout, soit l'enjeu est pas si grave que ça, et en fait ils se lèvent et puis et merde, en fait on s'en fout, c'est pas grave. J'ai vu une fois un truc comme ça,
où ça s'est jamais réglé, mais parce que bon, c'était pas très grave. La place de la femme, la mère terre, c'est féminin, c'est la matrice de vie, on va dire ça comme ça. Elle est au centre de la société Kogi. Le féminin et les femmes sont au centre. Et souvent, les hommes sont autour, en protection. Et ce qui est compliqué pour nous à comprendre, c'est que la vie spirituelle des femmes pourrait laisser penser de l'extérieur qu'elles n'ont pas une place comme nous, on pense que les femmes devraient avoir. On va appeler ça l'égalité. On peut se dire, c'est marrant, elles ont l'air soumises, on ne les voit pas beaucoup. Est-ce qu'elles ont vraiment leur place ? Alors, je ne suis pas tous les jours avec elles, mais quand je discute avec elles, elles s'occupent vraiment de la vie spirituelle. Donc pour s'occuper de la vie spirituelle, encore faut-il en avoir une, soi-même, et une collective. Donc elles passent beaucoup de temps dans cette dimension invisible et spirituelle. Donc c'est vrai que du coup on les voit moins, c'est le rôle solaire des mecs, aller se taper sur les pectoraux pour exister. Mais quand on discute avec elles un peu intimement, c'est une société qui a une partie matrilinéaire, les Kogi. Et le vrai pouvoir, je pense que c'est elles qui l'ont. Et après, vous avez toutes les différences classiques de n'importe quelle société. Des gens qui abusent des situations, des gens qui sont peut-être maltraités. C'est une société comme les autres aussi. Mais fondamentalement, en termes de concept, le féminin est au centre. Et ils le disent souvent. Ils le disent en rigolant, elle ne serait pas là, ce serait une catastrophe. Puis après, vous vous levez à 4h du matin et vous écoutez le village se réveiller. C'est marrant d'écouter qui parle à qui. Lève-toi! On retrouve des mécanismes, j'ai envie de dire, de couple assez classiques. Qui va faire quoi? Mais fondamentalement, la structure, c'est la femme au centre et le pouvoir invisible qui leur appartient. Voilà. Les temples, les nouées. Hein. En fait, quand il y a une décision qui est à prendre, les femmes s'en emparent entre elles, dans leur temple à elles, et les hommes s'en emparent dans leur temple à eux. Et dans les quelques images que je fais, étant un homme, j'ai plutôt dans les temples masculins, mais ce serait vous qui ayez, vous ayez dans les temples féminins. Et donc ça permet d'aborder une même question sous deux angles, parce que finalement les réponses ne sont pas les mêmes. Et donc quand ils se retrouvent, soit en famille, soit dans des lieux de méditation, ils échangent. Et donc il y a une espèce de phénomène de va-et-vient entre la construction d'un avis et la mise en dialogue de la vie, comme ça, avec des rituels, des trucs et des machins, mais globalement c'est le mécanisme. Et à un moment, ils vérifient que la décision qui semble émerger, c'est le chaman, ça peut être l'un ou l'autre, homme ou femme, va faire une synthèse. Il va dire, il semblerait qu'il sorte ça de ce que j'entends. Il ne donne pas la décision. Il dit, on en est là. Si personne ne reprend la parole, ce on en est là vaut décision. Il s'empare de ça, il va faire tout son travail de chaman pour vérifier si les impacts de cette décision ne vont pas aller à l'encontre des principes de vie de la communauté. Et si, dans son travail, il pense que ça va, hop, on remet la discussion. Alors, quelle est la part dans ce travail d'aller-retour, parce qu'il y a des coquins partout, hein, de manipulation, est-ce que c'est vraiment de la divination, est-ce que c'est son intérêt particulier? Il faut aussi raison garder. Mais quand on voit que les chamans Kogi, après 18 ans dans le noir, ont un ego qui est quand même assez bas, on peut imaginer que ça fonctionne à peu près comme ça. Mais c'est dur, hein, c'est des heures et des heures sur une décision, c'est pas simple. Bonsoir. Et moi, je voulais savoir ce qu'ils ont dit sur la Drôme. Quel est leur diagnostic? Ils ont dit que c'était l'image qui m'est venue, c'est comme un corps vivant qui a un cœur qui bat vraiment très faiblement. Il y a encore de l'énergie, il y a encore de la vie, mais c'est fragile, quoi. Il n'y a plus grand-chose. Quand elle s'est mise sous la cascade, c'était il y a 1 an, il n'y avait pas encore eu la grande sécheresse qu'il y a eu là en 2019, mais 2018 avait déjà été pas simple. Et elle disait, dans ce que j'ai pu traduire de ces mots de vocabulaire, que l'eau pleure. L'eau est... voilà. Donc il y a quelque chose... Vous savez, cette image de la petite bougie qui arrive un peu à la fin, ça brûle toujours. Mais voilà. Et la Drôme est un territoire plutôt préservé. Merci. Bonsoir Eric. On a jusqu'à 23h30 pour ce soir, donc j'aimerais que tu nous donnes 3 sujets importants pour moi qui me paraissent essentiels. C'est de nous parler de Judith. On a été ensemble à Bruxelles donc, au mois de septembre. Je crois que ça pourrait être un apport intéressant au niveau des dents. La deuxième chose, c'est parler aussi de Muriel et de son école au niveau de l'éducation qui me paraît crucialement important. Et la troisième, c'est nous parler de la comtesse aussi, avec Lanoué, s'il te plaît.
Merci Eric. Judith, jeune femme Kogi, dont le papa s'est sacrifié en rentrant dans une espèce d'orphelinat tenu par des religieux. Je dis s'est sacrifié parce que c'est le seul moyen qu'il a appris pour apprendre l'espagnol, c'était d'apprendre la Bible. Alors, la Bible, c'est pas forcément sa tasse de thé, mais il s'est dit c'est le seul moyen que j'aurai d'apprendre l'espagnol pour aider ma fille, parce que j'ai envie que ma fille fasse des études. Donc la fille en question, c'est la personne que tu appelles Judith, qui du coup, par ce biais-là, je ne vous fais pas toute l'histoire, a eu accès à une formation, puis une formation universitaire, et est devenue la première femme Kogi à avoir fait des études universitaires et être dentiste. Alors, elle a appris, elle est dentiste, hein, elle soigne à la fois des gens extérieurs à sa communauté, puis elle voyage avec ses mules pour soigner les gens dans les communautés, et les gens l'accueillent plutôt bien, parce que comme elle est de leur culture, elle leur parle, elle les rassure, elle peut du coup... Voilà. Et plus elle avance dans la dentisterie occidentale moderne, plus elle redécouvre comment les chamans soignaient les dents et le savoir incroyable qu'ils ont sur les dents. Et en fait, elle est en train de découvrir que les chamans en savent plus que tout ce qu'elle a appris dans sa dentisterie. Et alors, on a fait une conférence à Bruxelles, et c'est assez rigolo, parce que beaucoup de gens, souvent, et pourquoi pas, sont attirés par des sujets spirituels. Et là, on a dit, ce soir, on parle des dents. Alors, c'est pas toujours la première entrée dans le monde spirituel, les dents. Et en fait, on découvre tout d'un coup que les dents, mais on a eu ça en Europe, hein, chaque dent est un membre de la famille, une structuration familiale qui est dans les dents. Donc si tu as mal ici, elle te renvoie à ton grand-père ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a toute une structuration et un rapport entre les dents et la constellation familiale. Et c'est un dentiste français qui l'avait invité, qui me regarde, mais moi je suis dentiste, je suis pas psy, moi. Et si j'envoie au psy mon client de dents en lui disant qu'il faut qu'il consulte, il va me prendre pour un dingue. Donc on voit bien que nous, cette transversalité, elle n'est pas simple. Or, pourquoi pas ? Et deuxième chose, elle avait expliqué que quand le bébé est dans le ventre de la maman, à la 4e semaine de grossesse, le chaman fait un travail avec des plantes, et très particulier sur le ventre de la maman, parce que pour les chamans, c'est là que les dents se positionnent. C'est à la 4e semaine de gestation. Alors comment ils savent ça? Pareil, pourquoi? Quel travail? Et que si on ne fait pas ce travail, l'enfant, quand ses dents vont arriver, elle risque d'être en champ de carottes, et donc on met des appareils et des machins. Et Judith disait, mais pourquoi vous ne faites pas le travail qui éviterait de mettre toute cette artillerie dans la bouche pour le pauvre gamin? Et en plus, comme ça n'a pas été fait au moment où ça devrait être fait, vous avez beau mettre des appareils, souvent ça améliore, mais ça ne résout pas la question. Voilà. Et elle a sorti plein d'exemples comme ça. Et plus le dentiste d'ici écoutait, plus il disait waouh, 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 waouh. Et je trouve ça illustre, je trouve à merveille. Les dents, on va toucher le dentiste. On avait démarré cette conférence en disant, et quand vous pensez dentiste, vous pensez à quoi? Voilà. Et finalement, c'était une ouverture spirituelle sur une manière d'aborder une question qu'on rencontre tous, hein, on y va tous, c'est le dentiste, qui était vraiment chouette, quoi. Et cette fille, cette femme est une passerelle magnifique entre ces deux mondes, parce qu'elle ne s'est pas perdue dans le nôtre, et elle n'a pas oublié le sien. Il y a un garçon avec qui je travaille, aussi un Kogi, il a fait 2 ans de sociologie. Puis il m'a dit, ouais, bon, j'ai vu que vous saviez analyser les problèmes, ça c'est clair, mais vous ne savez pas les résoudre, donc ça ne m'intéresse pas, stop la sociologie. Après, il a fait de l'économie, 3 ans quand même. Il a dit, j'ai vu comment ça fonctionnait, votre économie, les grandes lignes, et j'ai surtout compris que nous, les Indiens, on n'y avait aucune place. Donc, stop, l'économie, ça ne m'intéresse pas. Et il a fait de la philosophie, et il dit, j'ai vu que dans la philosophie, tout ce que racontent vos grands sages, globalement, c'est ce que racontent les miens, donc j'arrête. Il a fait 2 ans, 3 ans et 3 ans quand même. Et il est devenu responsable grand compte chez Microsoft. Il était en pyjama, hein. Et alors, quand je l'ai rencontré, il faisait une conférence sur le management au board de Microsoft Colombie, et ce mec est brillantissime. Parce qu'il a su ne pas se perdre chez Microsoft, tout en gardant très clairement sa culture. Et donc on en arrive à tout ce qu'on a dit ce soir, c'est de ce dialogue incroyable que naissent des idées, des pratiques, des choses extraordinaires. Donc voilà pour Judith, et l'autre s'appelle Ruperto. L'autre c'était l'école. L'école, eh bien... Tout le baratin que je vous ai partagé ce soir, il y a un moment où on se dit qu'il faut le mettre en œuvre. Donc on a effectivement créé une école primaire. Ma fille rentrait à la maison en pleurant, en cauchemardant, et j'habite dans la Drôme, et l'école dans la Drôme, alors je ne généralise pas, je parle de celle-là, c'est un tilleul, c'est une petite cour, on se dit oh là là, en fait c'était le cauchemar pour elle.
Donc le temps qu'on comprenne qu'elle vivait un cauchemar à l'école, et on est en zone rurale, il n'y a pas 36 offres scolaires, la carte scolaire, tout ça c'est quand même compliqué. Donc avec sa maman, on a dit on va créer une école, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est effectivement une école où l'objectif c'est que les enfants n'aient pas envie d'aller en vacances. Ça marche, à peu près. Et où tout est basé sur les cycles du vivant. Par exemple, à Noël, ils ont entre 1 mois et 1 mois et demi de vacances, parce que c'est le moment où on dort, c'est le moment où les jours sont courts, c'est le moment où on a envie d'être sous la couette, c'est le moment où on est fatigué. Et réveiller un gamin à 6 heures pour le mettre à attendre le bus à 7h moins le quart, et complètement stone, et de lui dire à 8 heures d'apprendre un cours de maths, pas de sens. Par contre, en été, quand le jardin produit, il y a des tomates, des machins, ils n'ont qu'1 mois, même pas 1 mois, 3 semaines, parce qu'ils sont dans le jardin. C'est un vrai jardin qu'ils utilisent pour leur cantine, où ils font eux-mêmes la cuisine, le pain, etc. Ils ont mis des consulats de la paix en place, c'est-à-dire qu'ils apprennent les basiques de quand ça va mal, comment on fait. Enfin, c'est faisable. Par contre, ça dérange extrêmement l'institution. Vous avez beau essayer de faire profil bas, on est inspecté tous les ans, c'est une chance. La moyenne, je crois que des gens connaissent peut-être mieux que ça, mais tous les ans, c'est rare quand même dans une école primaire. Nous, on a cette chance. Et alors, comme l'inspection se fait sur les conditions éducatives, mais pas forcément sur la pédagogie, je revois l'inspecteur qui secoue le cadenas de la mare pour vérifier. Il pourrait poser des questions sur la pédagogie. Alors, c'est quand il sort de l'école qu'il dit, bon, on va se voir en off. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se voit en on. Pourquoi en off ? C'est pas une tare de faire une école. Et le plus étonnant, c'est qu'on forme des instits à bout de souffle qui viennent... Et là, on vient de recevoir un retard de charge de 8 000 € pour une école qui a 78 000 € de budget. Et voilà, donc c'est pour dire que l'innovation... Il y aurait quelque part un Vendée Agir Ensemble pour dire il faut que ce genre d'école, je ne dis pas celle-là, ce genre d'école existe. On pourrait donner du souffle, mais on voit qu'on a besoin de souffle dans plein de domaines, et on voit que le système institutionnel ne permet pas ça, c'est pour plein de raisons. Donc si on continue à fonctionner sans se donner de l'oxygène, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Et pour l'école, ça fait des enfants posés, emmerdeurs. C'est-à-dire que quand il arrive au collège, il va être capable d'aller voir le proviseur en disant « Monsieur, pourquoi on ne fait pas un consulat de la paix ?»« Oh, tu m'énerves, toi !» C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'interpeller l'adulte. Poliment, hein, monsieur, mais il a un rapport à l'autre et à une certaine... Alors, pas tout le monde, mais ça contribue à ça. Et c'est aussi une réalité de notre époque. On ne peut pas faire que du Freinet. C'est intéressant. On ne peut pas faire que du Montessori. On ne peut pas faire que du, je sais pas quoi, Steiner. Parce que Internet est arrivé. Donc il faut bien inventer quelque chose qui tienne compte de ces méthodes, qui ont des trucs très intéressants. Mais Montessori ne savait pas ça. Elle n'a pas réfléchi en sachant ça. Il faut imaginer. Puis maintenant, on sait ce qui se passe un peu dans le cerveau, là. Donc, pourquoi on ne s'en sert pas ? Donc on se rend compte qu'on est terrorisé par l'innovation. Donc s'il n'y a pas un mouvement sociétal qui dit ça, parce que c'est innovant, parce que ça va dans le sens de l'histoire, parce qu'il faut qu'on soutienne des initiatives comme ça, on va s'épuiser. Nous, les premiers sur cette école, on s'épuise. Voilà. Et puis la Comtesse, on a acheté un espèce de lieu, alors je trouvais ça rigolo que ça s'appelle la Comtesse. C'est au milieu de nulle part, c'est une ruine. Et on accueille des groupes qui veulent juste se recontacter donc, à la nature, et on a construit, avec 150 personnes à peu près, un temple Kogi. Alors je vous rassure, on ne fait pas des messes, mais le temple Kogi, c'est juste de refaire le chemin pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un symbole, qu'est-ce que c'est que le sacré, avec quelle essence d'arbre on peut construire ou pas construire, à quelle époque on peut couper les arbres. C'est refaire le cheminement pour s'approprier, justement pour donner la liberté, de dire ok, je sais ce que c'est qu'un espace sacré et maintenant je veux bien m'y soumettre en conscience et non pas comme ça, c'est comme ça, sans qu'on vous... Voilà. Et quand vous expliquez ça à des enfants, ils comprennent super bien. Il n'y a aucun souci, ils comprennent que dans un espace sacré, on ne parle pas n'importe comment, c'est juste un espace où on gère la parole. Voilà, ils comprennent très très bien, pour peu que les adultes l'incarnent. Et alors, quand on a construit ce machin, on a permis aux enfants de 6 à, je ne sais pas quel âge, 18 ans, de monter dans les structures de la construction. Donc à 7 mètres du sol, avec une machette comme ça. Et donc, c'est un peu comme les scouts, hein. On leur fait passer un permis machette, voilà comment ça se tient, la laisse pas par terre, voilà. Donc ils sont responsabilisés, ils montent. Alors quand tu montes, attention, et ils y vont. Tous les enfants ont besoin de ça.
c'est-à-dire d'adultes qui les regardent faire quelque chose d'utile pour eux, qui a du sens. Et quand le gamin redescend, il me dit, en me regardant, je l'ai fait, hein. Je dis, waouh, tu l'as fait. Et ça, il s'en rappelle encore. Et si on n'offre pas ces espaces de liberté aux enfants, on en fait des chamallows, quoi. Et puis rien. Donc à un moment, ça pète. Voilà. Faut pas que je m'étale trop sur la comtesse et l'école. Pas me poser ce genre de questions, Philippe, c'est pas bon. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé des chamans qui passaient 18 ans dans le noir, et ça signifie quoi, 18 ans dans le noir? Ah, c'est long. En fait, ils estiment que l'essentiel de l'éducation de l'enfant se fait dans les 9 mois de gestation, où l'enfant, c'est pas qu'il va recevoir mentalement des informations, mais il va être nourri par tout ce que la maman vit, ressent, mange, etc. Et donc, son être va dépendre de ce temps-là. Et donc, c'est la mère qui enseigne à l'enfant, mais pas là, parce qu'elle vit, elle. Donc, ils reprennent ça et ils mettent l'enfant dans une grotte où pendant 2 séquences de 9, le 9 correspondant aux 9 planètes, même si c'est discuté en ce moment du système solaire, et c'est pour que la mère Terre, dans le prolongement de la mère maman, enseigne à l'enfant tout ce que l'enfant doit recevoir comme information de la nature. Donc ce n'est pas des enseignements où ils reçoivent des choses mentales, c'est des enseignements où ils sentent. Et dès qu'un enfant sent quelque chose, le rôle du chaman, c'est de l'amplifier pour l'amener à conscientiser qu'est-ce qu'il ressent. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième partie, le deuxième cycle, où ils apprennent des choses plus culturelles, liées aux cérémonies, aux trucs et machin. Mais la première partie, c'est juste, c'est long, hein, pendant 9 ans, ressentir. Une alimentation qui ne dépasse pas 1 kilomètre autour du lieu d'enseignement, parce que pour eux, le deuxième enseignant, c'est ce que tu manges. C'est-à-dire que la nourriture que tu ingères, elle parle au corps de l'endroit où tu es. Donc la nourriture est le deuxième enseignement. Et après, les constellations et le calendrier, ils ont toute une structuration d'un calendrier qui va être lié aux constellations. Il y a des moments où tu peux apprendre et des moments où tu dois te vider. Enfin, il y a tout un cycle, comme l'inspire et l'expire. Voilà, c'est toute une logique d'enseignement qui dure 18 ans. Et quand ils sortent à la lumière, ils ont une phrase libératoire qui est tu as appris à voir à travers le cœur des hommes et à travers les montagnes. Sous-entendu, tu as regardé au-delà des apparences, parce que le fait de travailler dans le noir, c'est pour aller voir l'origine des phénomènes. Nous, on se rapporte au monde par les yeux. C'est-à-dire là, je vais dire, c'est une table. Puis je vais la toucher. Eux, c'est pas la table qui l'intéresse. La table, c'est le résultat de 2000 ans d'histoire. C'est le premier monsieur, la première dame qui a fait une table, puis qui a amélioré, puis qui a inventé le verre, puis qui a transformé. Il y a toute une... Elle n'est pas tombée du ciel, cette table. Eh bien, eux, c'est pareil. Pour un arbre, ils ne vont pas s'intéresser à l'arbre en tant qu'arbre. Ils vont essayer de remonter, je ne sais pas comment expliquer, d'où vient cet arbre. Et ce qu'on appelle les architectures invisibles, hein, qui produisent des choses et des phénomènes. Et une des grandes différences entre leur monde et notre monde, c'est que nous, on s'intéresse à l'expression des phénomènes visibles, alors qu'eux s'intéressent à l'origine de ces expressions. Si je prends un truc très simple, la peur, par exemple, le phénomène qu'on peut voir avec la peur, c'est que je vais me mettre à courir pour m'échapper. Ça, c'est la réaction que je vais avoir. Mais l'origine de la peur, elle est quelque part dans ma tête, elle n'est pas visible. Ils ne vont pas s'intéresser au fait que je cours parce que j'ai peur. Ils vont s'intéresser à ce qui se passe pour me faire courir. Je ne sais pas si l'exemple est parlant. Donc comme on rentre dans du compliqué. Bonsoir, moi je suis Sandrine Bayon, je suis trésorière de l'association La Cicadelle. Alors on s'occupe de l'éducation à l'environnement sur la Vendée et ses alentours. Nous avons plus de 1500 enfants inscrits en club nature, avec une centaine de clubs nature. Nous intervenons dans les écoles de la primaire jusqu'au lycée. Voilà. Nous, ce qu'on a remarqué avec nos 27 ans d'expérience, c'est qu'au début, l'association a été créée parce qu'il y avait la télé et les enfants étaient scotchés devant la télé, ne sortaient plus comme certaines générations ont connu d'aller courir dans les champs derrière chez eux et aller attraper des grenouilles, des serpents. Ça leur faisait pas peur, la main dans la terre. Maintenant, les enfants trouvent que la terre, c'est sale. Ils ont une déconnexion totale.
Donc nous, on essaye de leur apporter ça. Malheureusement, on a de moins en moins d'enfants qui s'inscrivent. On est de moins en moins appelés par les écoles ou par les institutions pour intervenir. Et nous avons des camps d'été aussi où on les emmène en pleine nature, déconnectés des écrans. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante. Voilà, c'est vraiment Est-ce qu'ils les aiment pieds bien dans l'eau. Ils adorent ça. On est complet tous les ans. On a un petit peu plus de mal maintenant avec les ados. Donc on a même les lycéens cette année qui sont partis dans les Pyrénées et là ils doivent faire à manger eux-mêmes et faire leur pain. Voilà, ils apprennent tout. Et moi, ma question, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment proche de l'idéologie des Kogi. Et ma question, c'est comment on peut faire pour refaire sortir les enfants ? Parce que on a beau faire de la pub, se lancer, utiliser tous les systèmes qu'on a actuellement avec Internet et tout ça, et on a toujours ce même souci de l'attrait et de les attirer dehors, quoi. La réponse, elle est simple. Les enfants, ils fonctionnent beaucoup par mimétisme. Le jour où les parents retourneront dans la nature, les enfants suivront avec joie. On travaille avec une chercheuse du CNRS qui fait ça chez elle, et elle a remarqué la même chose. Si les adultes que nous sommes se disaient ce serait important qu'on ait un lieu nature, ce qu'on a appelé les jardins ouvriers, c'est des espaces de transmission extraordinaires, intergénération. Il y a plein de choses qu'on a eues. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, et merci du témoignage, y compris de la musique. Il y a plein de choses qui se passent. Quand je vous parlais de la carte Vendée Agir Ensemble, c'est justement pour être capable, avant de l'argent, de mobiliser l'énergie pour mettre l'accent là où il y en aurait besoin. Par exemple ça, ou la musique, ou autre chose. Après, c'est au territoire et aux porteurs de la carte de décider. Ça s'appelle la citadelle, c'est ça ? La citadelle, c'est ça que j'ai entendu. C'est noté, vous avez une nouvelle adhérente. Allez-y, monsieur. Ah, pardon. Après, il y aura là, donc là-bas, pardon. Qu'est-ce que les chamans utilisaient lorsqu'ils étaient interviewés avec une sorte de fruit, une calebasse qu'ils mettaient à la bouche? Qu'est-ce que c'était ? Quand j'ai posé la question, la réponse a duré 3 jours et 3 nuits. Donc je vais essayer de résumer. Dans ces sociétés, il n'y a pas que les Kogi, les passages d'âge, les rituels d'âge, enfance, jeune adulte, adulte mature et ancien, sont ritualisés par des étapes. Et là, c'est une calebasse qui est donnée au jeune garçon quand il va passer au statut d'adulte. Donc le fait qu'il reçoive cette calebasse le désigne dans la communauté comme maintenant tu es adulte, donc ta parole a la même valeur que les autres. Donc c'est une sacrée reconnaissance de dire à un jeune, ta parole a du sens. Ouais, on marque ça. Après, cet objet, il est composé de 3 choses. Il est composé de coquillages brûlés qui produisent de la chaux. Donc le coquillage, c'est la mer. La mer, c'est l'eau. L'eau, c'est l'origine de la vie. Donc c'est une manière symbolique de ne pas oublier d'où nous venons, l'eau et la mer. Ensuite, dans la bouche, il mélange la salive, la chaux et la feuille de coca qui mâchouille. Ça fait une espèce de production jaunasse qu'on voit sur les images, et ils mettent un bâton dans la bouche, et ce dépôt se met sur le bâton, et ils frottent le dépôt sur le bord de la calebasse, et au fur et à mesure où ils frottent, c'est un acte méditatif, il y a cette forme qui émerge, cette boule qui émerge. Au début c'est tout petit, puis après ils frottent, puis il y a une boule qui émerge, et le petit bâton qu'ils utilisent symbolise toutes les formes de vie, les animaux, les arbres, la vie. Donc petit 1, on se connecte à l'histoire, d'où on vient. Petit 2, on se connecte aux formes de vie, quand on médite. Et petit 3, la feuille de coca symbolise la qualité de la pensée. C'est une plante très spéciale, la coca, au-delà de ce que nous en faisons avec la cocaïne. Et donc c'est le symbole de comment un être vivant est capable de penser d'où il vient et qu'est-ce qu'il est. Et donc c'est le moment méditatif où il frotte, et donc ça donne une forme. Et cette forme reflète, parce qu'on est tous différents, l'état intérieur de la personne qui se pose cette question. Donc le chaman va prendre cet objet, et ça devient une espèce de support pédagogique, on va dire ça comme ça, pour aider la personne à verbaliser quel est ton chemin de vie, d'où tu viens et où tu vas, quelque part. Parce que selon la couleur, la forme, ça renvoie à un état intérieur et à une lignée de clans. Voilà. Donc il y a tout un travail symbolique qui est explicatif du cheminement intérieur du jeune. Et puis ça symbolise le pouvoir de créer la vie, parce que la symbolique sexuelle est assez claire. Il y a 2 énergies qui se rencontrent, masculine et féminine, donc tu es responsable de cette énergie de vie. Puis je fais court.
Bonsoir. Deux questions courtes. La première, combien coûte un hectare de terre là-bas? Et la seconde, pourquoi, sachant que sans vous, on n'aurait pas connaissance de ces peuples-là, de ce peuple-là, pourquoi ne pas nous enseigner directement leur nom plutôt que de colporter le nom des conquistadors qui n'avaient que pas beaucoup de mépris pour eux? Parce que moi, je suis un garçon lent. En fait, je ne suis pas christique, mais il y a des phrases que j'aime bien, genre « demande, on te répondra ». J'ai mis du temps à demander au Kogi pourquoi il s'appelait Kogi. Je plaide l'entretien de ce... Voilà, moi, on m'a toujours dit c'est les Kogi. J'ai envie de dire j'ai acheté. Et puis, il y a un certain degré d'intimité. Vous savez, quand deux amis se connaissent, on commence à parler de la réalité des choses. Mais tu sais, Kogi, en fait, ça nous gave, quoi. Enfin, ils ne l'ont pas dit comme ça. Ah bon? Mais il a fallu 10 ans pour qu'on en arrive à ça. Puis après, je leur en ai parlé. Je leur ai dit, mais vous préférez quoi, Kogi ou... Parce que maintenant, tout le monde nous connaît comme Kogi. Donc, allons-y pour Kogi, on s'en fout. Mais si tu peux préciser que ce n'est pas notre vrai nom, ça nous va bien. Et ils ont cette espèce de détachement qui m'autorise, qui me semble expliquer, tout en continuant à utiliser ce nom parce qu'ils sont connus comme ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à leur poser la question. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, je la raconte de temps en temps, mais un jour, ils ont été invités au Quai d'Orsay, les Kogi. Le quai, hein, pas le ministère des Affaires étrangères. Alors pour ceux qui connaissent, c'est au bord de la Seine, là, c'est les ors de la République, un escalier comme ça, un tapis rouge. Kogi arrive, pieds nus, il serre la main au monsieur avec la guirlande autour du cou, là, qui est un peu étonné, et il rentre dans les salles d'accueil des délégations, et là, il y a 4 personnes du cabinet du ministre qui nous accueillent. Les Kogi racontent leur situation, et les personnes répondent, ce que vous nous dites, là, c'est une situation de génocide. C'est filmé par une caméra de France 5, donc c'est des diplomates qui disent devant une caméra, vous vivez un génocide. Et puis il y en a une autre qui prend la parole et qui dit, pourriez remplir le dossier 624B, qui, s'il est bien rempli, déposé en temps et en heure au bureau 727C, vous permettra peut-être d'avoir quelques milliers d'euros d'ici quelques mois. Au revoir. Bon, alors on ressort de cette salle-là. C'est pour vous parler de l'humour et du détachement qu'ils ont sur ce genre de questions. On sort de cette salle et il y a un Kogi qui me demande c'était comment? Je lui fais ça. Pas terrible, je crois que c'est ça que j'ai dû lui répondre. Et là, on revient dans le hall d'honneur. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ces lieux-là, c'est très, très doré. Et puis là, on se dit, madame, merci beaucoup, c'était formidable. Monsieur, chouette. Merci, madame. Et puis là, on voit un Kogi qui s'en va comme ça. Et il y avait un canapé avec des polochons. Pas certains ont vu les images. Et là, le Kogi, il prend le polochon avec les pompons dorés, là, et il s'en va vers la sortie. Et alors là, j'étais en train de dire au revoir à une dame, et je vois les yeux de la dame qui suivent le polochon, leur dire putain, mais il s'en va avec le polochon. Alors, il y avait un garde républicain qui était comme ça, il y en avait 4, et je vois ses yeux qui tournent comme ça dans le vide, leur dire qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y avait pas marqué dans les consignes arrêtez les invités qui se barrent avec le matos. Quoi. Ah, je dis, et l'autre? Je me dis, putain, c'est chaud ça. Alors, il arrive sur la porte qui donne dehors. Hein. Puis, il va se passer quoi là? Il est sur la porte, comme ça, avec son polochon sur le dos. Et je vois son corps qui fait. En fait, il est mort de rire. Il revient, il le pose. Mais je trouve ça... C'est une manière de dire, oui, vous avez raison. Et en même temps, ils ont cette espèce de posture à la vie qui est incroyable. On s'en fout, quoi. Appelez-nous Coguette. Bah. Alors, au bord de la mer, où il y a beaucoup de spéculation financière et où les paramilitaires, c'est-à-dire la mafia, doublent les prix pour pouvoir avoir leur petite commission, ça tourne autour de 2005, 3000, voire 4000 euros l'hectare. Quand on monte en altitude, où il y a moins de routes et moins d'accès et moins de valeur, on tombe à 500 euros l'hectare. Et les terres qu'on rachète en ce moment tournent autour de 500-600 euros. Alors dans les 500-600 euros, 700 parfois, il y a l'achat, il y a le notaire,
Il y a la cartographie, parce qu'il faut vérifier que le voisin est bien d'accord, c'est compliqué de faire les relevés topo. Il y a les évaluations commerciales, parce qu'on fait toujours une évaluation sur la base des coûts officiels. Si le gouvernement dit qu'un hectare de cacao, ça coûte tant, on met le prix. Parce que si on commence à négocier avec ce genre de gens, c'est pas bon. Ils prennent pas. Voilà, donc il faut faire l'évaluation commerciale. Et après, il y a tous les enregistrements chez le notaire, il y a tout un bazar, tout ça fait 6, 7, 800 euros l'hectare. Voilà. Bonsoir. Comment les Kogis vivent-ils leur deuil? J'ai envie de dire d'une certaine manière comme nous, quand on perd un proche. Là, comme ça fait 34 ans que j'y vais, j'ai connu des petits Kogis comme ça qui sont devenus maintenant des papas avec leurs parents et tout. On se connaît depuis longtemps, donc un petit Kogi comme ça a perdu son papa que moi j'avais pas mal connu. Donc ça m'a permis de rentrer un peu plus dans comment il vivait tout ça. Et on a été sur sa tombe et on a fait ce qu'on peut faire sur une tombe d'un être proche. Après, sur la symbolique, en fait, vous avez des étapes de vie comme ça qui montent à l'âge adulte et puis qui redescendent à la fin de vie. Donc vous naissez dans le ventre de la mère maman et vous mourrez dans le ventre de la mère terre. Donc on vous réenterre en posture fétale parce que vous êtes revenu dans la matrice. Et souvent, c'est un peu comme le bardo, on enterre pendant une certaine durée. Puis après, on redéterre le corps pour laisser le temps à l'âme et en même temps au collectif de s'apaiser, de faire ce qu'il y a à faire avant définitivement d'enterrer le corps qui n'est plus qu'une enveloppe physique. Donc il y a une espèce de double enterrement. Voilà. Puis après, ça dépend de la fonction du défunt dans la communauté. Il y a des moments et des lieux où on va retourner les voir. Parce que c'est pas parce que le corps n'est plus là que l'esprit, d'une certaine manière, est toujours vivant. Même chez nous, on dit souvent qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique et puis il y a la deuxième mort quand on ne parle plus des défunts. Il y a quelque chose de ça aussi. Donc garder l'esprit des défunts, c'est aussi garder la mémoire de ce que le défunt faisait. Alors après, on peut y mettre d'autres dimensions, mais là, on entre dans un autre registre. Bien, bonsoir Eric. Content de te retrouver. On s'est vu il y a quelques années, en 2006, au Forum international des premiers peuples. Ah oui. Et je me souviens d'une... C'est 14 ans. Oh c'est 14 ans qui s'est passé. C'est 14 ans que je parle de ça. Oh. Ça fait beaucoup, effectivement. Voilà, je voulais simplement avoir un petit peu des nouvelles de cette première équipe qui était venue au Forum à l'époque, donc de Manu, toute cette génération qui était, je crois, pour les premières fois venue sur notre continent. C'est la première question. Que sont-ils devenus? La seconde, c'est de savoir quel impact ça a eu, justement, ces rencontres qui ont permis de se faire rencontrer, d'ailleurs, plusieurs communautés traditionnelles à ce moment-là. On avait à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, essayé d'œuvrer sur une charte qui allait concerner les peuples autochtones, que nous devions porter à Genève à l'époque. Est-ce qu'il y a eu depuis, si tu veux... des réflexions portées dans ce sens par la communauté, et si oui, quoi? Et sinon, est-ce que ça a été impactant ou pas, justement, pour ces premières rencontres qu'on a pu avoir avec eux Alors, le reste. Sur la première partie de la question, comment vont-ils? Toutes ces sociétés-là, on considère qu'il y a 300 millions de personnes dans 77 pays à travers le monde, vont mal, parce que où que vous regardiez, soit au Brésil, en Indonésie, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et quand je vous dis qu'il y a 400 projets miniers dans la Sierra, ça ne peut pas aller bien. Hein. Que les glaciers sont en train de disparaître, qu'il n'y a plus d'eau, donc ils ne vont pas très bien. Et que la pression augmente. Donc, voilà. Et que la proximité de la modernité attise les désirs. Et un jeune, il a beau être Kogi, pas Kogi, on est une société de désir. Et on est bâti là-dessus. Donc on voit que déjà, nous, on a du mal à apprivoiser notre désir, quel qu'il soit. Donc un jeune qui sort de rien et qui voit tout ça à portée de main, mais qui n'en a pas les règles. Donc c'est une double frustration. C'est là, tu as envie, et tu sais que tu ne peux pas y avoir accès. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le code, tu n'as rien. Vous, quand vous mettez une petite carte en plastique dans une petite fente, vous avez derrière, il y a un compte bancaire, il y a une banque, il y a un réseau numérique, il y a un code, il y a mon salaire qui est versé tous les mois. Enfin, vous avez tout l'historique. Lui, il voit juste que tu mets un truc en plastique, tu fais des trucs là, et tu as de l'argent qui sort. Mais il n'a pas je vous prends ça comme une caricature, il n'a pas les codes de notre histoire. Et tout d'un coup, on leur demande de gérer une compta analytique. Déjà, nous, on n'est pas très clair sur aucune référence à des sujets d'actualité sur les comptes publics, les comptes privés, tout ça, c'est un peu fouillis. Et là, on leur demande
de sortir, de passer, si je prends une référence historique du Moyen-Âge, à la compta analytique. C'est chaud, hein. Et tout d'un coup, on leur dit, tiens, il y a une nouvelle constitution, qu'est-ce que t'en penses? Constitution. C'est quoi, constitution? Ouais. Donc ils vont pas bien. Ils vont pas bien parce qu'on ne les écoute pas. C'est comme un enfant à qui on va pas écouter de là où il est. Si on ne se met pas au niveau de l'enfant dans sa problématique pour répondre à ce qu'on perçoit de sa situation, et là c'est pareil, personne ne se met au niveau de ce qu'ils perçoivent du monde pour essayer d'adopter des réponses qui répondent à leurs problématiques. Donc ils vont très mal. Et c'est pas une bonne nouvelle, je trouve, en général, et parce que ce qu'ils pourraient nous partager serait intéressant. Voilà, ça résume un peu la situation. Mais il se marre toujours. Je pense qu'il retournerait au ministère et il referait pareil. Bonjour, merci pour cette soirée. J'avais déjà voulu vous rencontrer l'an dernier à Toulouse ou dans la Drôme. Alors moi j'appartiens à la fondation ANACO, ethnographique à Loudun, pas très loin de Poitiers, qui est un fonds mondial de culture audiovisuelle des peuples de tradition immatérielle, qui organise un très beau festival. Donc il y a la commission IGRA internationale aussi à qui j'appartiens. Donc j'appartiens à cette fondation depuis 1994. Donc je suis pas anthropologue, ethnologue, ni ethnolinguiste, botaniste. Je suis un simple bénévole engagé depuis 1994 auprès de Patrick Bernard. J'ai une amie qui est intervenue il y a 2 ans, là, Karine Massoni, qui a créé Terre Indigène, coach formatrice, qui est partie en mission scientifique autochtone en Asie. Là. Donc moi, je voudrais savoir si ce genre sur les marges de l'humanité, est-ce qu'on peut, une sorte de place de l'harmonie, de réinventer, redessiner le dialogue des civilisations avant que l'humanité ne devienne orpheline de toutes ces couleurs tribales, hein. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Je sais qu'il y a les aborigènes qui sont venus à la grotte de Lascaux l'an dernier avec un artiste d'Inawan qui nous a rendu visite. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives avec d'autres peuples racines sur la planète qui viennent faire une sorte de diagnostic comme ça des civilisations? Alors, c'est vrai qu'en Vendée... Ce serait une première, non? En Vendée, non? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est la question. Oui, il y a eu des histoires, même au 19e siècle, de Sioux qui venaient à Albi. On a retrouvé des trucs comme ça. Il y a eu toujours des histoires comme ça de l'exotisme, parfois, qui vient rendre visite à l'Européen. Mais je pense que là, ce qui se joue, c'est d'une autre nature. J'ai envie de vous dire... Vous avez tous fait des salades. Vous voyez ce que c'est une salade? On peut mettre dedans, je sais pas, du thon, du jambon, du fromage, enfin ce qu'on aime, voilà. Les ingrédients. Est-ce que vous avez essayé déjà de mélanger une salade sans saladier? C'est une manière de vous dire que si on ne comprend pas que la matrice, c'est la condition préalable, alors si je reprends ma métaphore du saladier, il faut des hauts bords pour pas que ça parte. Si possible, un saladier rond. Dans les nouvelles méthodes pratiques d'intelligence collective, on parle de la membrane, on parle de ce qui va contenir l'altérité pour que l'altérité produise du sens. Autrement, si on n'a pas cette membrane qui permet aux gens de se rencontrer, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement vieux, on trouve ça dans des contes soufis qui datent du XVIe siècle. C'est l'histoire d'un éléphant qui arrive devant un village d'aveugles. Et comme ils sont aveugles, ils ne savent pas ce que c'est qu'un éléphant. Alors ils envoient des émissaires tâter la bestiole. Le premier, il arrive sur la trompe, puis il tâte le machin, puis il revient au village en disant un éléphant, c'est un espèce de gros tuyau d'arrosage. Voilà, il décrit son expérience. Puis comme c'est un peu court, ils envoient un deuxième émissaire qui lui tombe sur la patte. Ah oui, c'est marrant, c'est pas du tout ça. C'est un éléphant, c'est une colonne de chair. Alors, bon, bref, les queues, les oreilles, chacun a une expérience de l'éléphant. Et alors on assiste à quoi dans notre monde moderne? À un conflit d'expériences subjectives. Moi je vais te dire un éléphant c'est ça, et toi tu vas me dire, il est gentil. Dès qu'il a fini avec ses conneries, je vais lui dire comment c'est un éléphant. Voilà. Et tout l'enjeu, savez-vous à quoi on reconnaît un groupe humain mature, c'est-à-dire en capacité de dialoguer? Il y a un indicateur, je vous écoute, puis on arrêtera là. Un seul. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là c'est le principal. Il faut déjà qu'ils s'écoutent, c'est-à-dire qu'ils aient envie d'écouter les autres versions de l'éléphant, on est d'accord, mais c'est pas ça.
Ils ne jugent pas. Tiens, c'est pas une tronche, c'est une oreille, c'est intéressant. Je suis d'accord. Mais c'est pas ça. Il y a un indicateur, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du mal à le faire sortir. C'est très intéressant. On accepte que l'éléphant peut être une trompe, une oreille, ça me va bien. Tout ça, il faut qu'on s'écoute, hein, mais c'est pas ça que je cherche. Reconnaître que on s'est peut-être trompé, ça en fait partie, je prends aussi, je mets dans la besace, mais je cherche autre chose. On se rapproche. Le deuxième bon de 1000 € va aller par là. Mais c'est presque ça, mais pas tout à fait. C'est-à-dire curiosité de l'autre. J'ai entendu. On pose des questions. Le fait de poser une question veut dire que la personne a intégré qu'il y avait une autre personne qui avait un autre regard sur l'éléphant. Alors je ne suis pas christique, mais demande et on te répondra. Intéresse-toi à l'autre. Et regardez une réunion. Si vous rentrez dans une réunion et que les gens se posent des questions, et toi comment tu vois ça, et toi qu'est-ce que tu ferais, et toi comment tu fonctionnerais, vous avez affaire à un groupe qui a compris que l'éléphant versus la situation pouvait être vu de multiples côtés. Et donc c'est la capacité à mettre en dialogue. Et pour mettre en dialogue, il faut un récipient, il faut un espace où on s'écoute, où on partage, on ne préjuge pas. Tout ce que vous avez dit est tout à fait exact. Et donc tant qu'on invite des Indiens à témoigner ou à dialoguer, par exemple, sur des grottes, il y a des expériences qui ont été faites où je ne sais plus de quelle communauté ils venaient, décrypter les peintures murales de grottes pour essayer, à travers leur expérience, de recomposer comment devait être la vie de ceux qui ont fait ces peintures en France. Vous me suivez? Voilà. Là, il y a des échanges un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on pourrait se dire. Là, je suis en train de vous parler d'un autre plan. Du dialogue, c'est un autre plan. Toute société qui est capable de mettre du dialogue va bien. Voilà. C'est notre challenge. Par contre, il faut un peu de temps, un peu de moyens pour le faire. Donc c'est pour ça que je vous disais, et si on tentait de se donner les moyens d'ouvrir un espace de dialogue pour inventer les folies qu'on a envie de mettre en place demain. C'est à votre portée et ça vous regarde maintenant. C'est ça que tu veux dire. Et ce sera la conclusion. Merci Eric.